Flore, hop. Alors, Flore Vallée, enseignante-chercheuse et HDR, à l'école d'ingénieurs Léonard de Vinci, et rattachée pour sa recherche au laboratoire génie industriel de Centrale Supélec à Paris, qui travaille sur la conception des usages actuels et futurs, le futur nous intéresse, de systèmes sociotechniques pour les transitions. Et donc la présentation de Flore s'intitule « Concevoir des scénarios futurs pour une ville low-tech ». Et c'est une présentation et l'article qu'elle a rédigé avec Tjark, c'est ça? Tjark Gall. Voilà. À toi, Flore. Merci beaucoup, Stéphane. Je vais me mettre un petit chrono. C'est bon? C'est bon. C'est là, non? Et CTRL L, tu vas sur affichage. CTRL L. CTRL L. Voilà, impeccable. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous et toutes, et merci d'être encore présents à cette heure pour cette présentation, donc, qui va être beaucoup plus centrée sur la notion de scénario futur et de prospective appliquée à la ville low-tech, et qui a été réalisée... Hop. Moi, je vais rester là-dessus. Dans le cadre de nos travaux avec Tjark, qui est un doctorant là, qui termine, qui est en toute dernière étape avant de soutenir sa thèse, dans le cadre du projet de la chaire Anthropolis, coporté par IRT Systemix et Centrale Supélec, et qui a terminé sa seconde saison juste la semaine dernière. Donc, dans le cadre de ces travaux de la chaire, on a un axe qui était scénario futur appliqué à la mobilité, et ça nous a vraiment intéressé de croiser en fait ces approches de prospective sur lesquelles on a travaillé avec le concept de low-tech, avec Tjark. Et donc aujourd'hui, je suis aussi présente au nom de l'école d'ingénieurs Léonard de Vinci, que j'ai rejointe cette semaine. C'est tout nouveau. Donc, voilà quelques petits rappels. Il y a des choses qu'on va avoir déjà vues au cours de la journée, donc je vais passer très vite pour vous présenter cette analyse qu'on a faite autour de différents types de scénarios pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut, d'un point de vue méthodologique, s'approprier cette notion de génération de scénarios et comment est-ce qu'on peut procéder pour obtenir des scénarios teintés de low-tech qui soient intéressants pour l'aide à la décision et l'exploration au sens large. Donc là, je passe très rapidement sur l'idée de la démarche low-tech et toutes les déclinaisons qu'il y a eu récemment autour de systèmes low-tech, démarches, et puis l'application très intéressante au développement du concept de ville low-tech dont on a entendu parler ce matin, et qui est une des clés qui nous a permis de nous interroger pour la suite de ce travail. Donc, ville low-tech, une des premières constatations, on a déjà vu ce graphique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une proposition sur ce qu'est une ville low-tech et qui s'oppose tout au moins partiellement au concept de smart city ou de ville dite intelligente, avec des points d'approche communs comme la gestion de ressources non renouvelables, mais abordés de manière très différente dans les deux concepts, et puis des éléments beaucoup plus différenciants. D'un autre côté, ça c'est issu de nos travaux autour de l'exploration de la notion de scénario futur. Là, on parle bien de scénario futur et d'études de prospective. Qu'est-ce que c'est qu'un scénario? Ça va être associé à des formes narratives dont on a parlé déjà aujourd'hui, qui sont des formes de représentation, que l'on espère des représentations possibles
et plausibles, qui vont être issus de différents types de ce qu'on va appeler des forces externes ou des incertitudes sur un certain nombre de phénomènes. Et en prospective, l'intérêt, c'est de créer des jeux de scénarios suffisamment distincts et contrastés, de sorte à pouvoir se préparer au futur. Et donc là, sur la droite, on a une révision du Cône des futurs, que certains connaissent peut-être parce que c'est extrêmement connu dans la littérature, qui nous permettent de positionner différents types de scénarios. Et là, c'est Thiard qui a fait ce travail pour la revue Futures, pour revisiter ce Cône des futurs en rajoutant certains éléments particuliers qui vont produire des inflexions et pouvoir enrichir cette représentation. Alors, il y a quelque chose qu'on a identifié comme très intéressant, c'est la notion d'archétype de scénario ou d'archétype tout court. Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, il y a tout un pan de recherche qui dit que finalement, quand on regarde tous les scénarios qui sont produits dans les études de prospective depuis 50-60 ans, hein, c'est quand même, ça commence à être un petit peu documenté et ancien, on a un certain nombre de points communs entre des scénarios et on va pouvoir dégager des grandes familles de scénarios. Alors, il y en a qui sont très connus, hein, comme ceux d'Hector ici, qui donnent en fait des tendances soit d'effondrement, soit de transformation particulière de société. Et ça, c'est issu de deux types d'approches, soit de compilation d'un très grand nombre de scénarios pour regarder un petit peu quelle est la vision globale, comment est-ce qu'on peut faire des sortes de regroupements de ces scénarios existants. Mais ça peut être aussi l'examen de mythes du futur, donc en interrogeant les gens et en voyant quelle est leur vision du futur. Donc ça permet de créer des archétypes, ou alors regarder des films de science-fiction, par exemple, et d'essayer de trouver en fait des points communs. Et pourquoi ça c'est très utile pour nous? C'est pour ne pas repartir de zéro. Quand on veut créer des scénarios, ça peut être très long, ça peut être une démarche de 2 ans, comme on en a entendu parler ce matin pour les scénarios de l'ADEME. Ça implique de nombreuses personnes autour de la table. Si on veut, en conception, utiliser tout ça, bah, c'est bien de pouvoir partir d'archétypes et de construire là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a pas mal intéressé dans la thèse de Thiard et dans ses travaux. Donc on a commencé par une petite revue de littérature scientifique, en croisant scénario et low-tech, ou low-tech aussi avec la notion de vision, littérature scientifique, donc y compris internationale. Alors avec le biais que ça peut présenter, effectivement, que low-tech ne représente pas exactement la terminologie qui a été présentée jusqu'à présent, avec un cône qui nous a conduit à finalement 6 articles qui développent vraiment une multiplicité de scénarios, pas seulement un scénario désiré, et puis qui abordent la question de low-tech dans la construction de ces scénarios. Donc on a expliqué un petit peu plus en détail le contenu de ces 6 articles. Et là, deux études qui sont particulièrement intéressantes sur des scénarios pour des futurs sur l'économie circulaire ou la circularité, et qui donnent 2 visions assez différentes pour avoir de la promotion de l'économie circulaire. Est-ce qu'on va vers des forts investissements de R&D et beaucoup d'assistance digitale pour faire cela, ou alors est-ce qu'on est sur des investissements beaucoup plus faibles associés à des innovations low-tech, mis en parallèle avec des incertitudes sur le mode de gouvernance pour installer toutes ces solutions d'économie circulaire. Et puis, appliquées à la mobilité, des technologies high-tech ou low-tech et qui vont être croisées avec de la mobilité active ou moins active. Donc notre question de recherche, avant de parler de ville, ça a été de se dire, en fait, dans la prospective par scénario, est-ce qu'aujourd'hui, déjà,
il y a une intégration de cet esprit low-tech, parce que peut-être que c'est déjà fait, mais dans quelle mesure c'est déjà fait. Donc c'est ça qui nous a guidés. Avec le verrou qui est exprimé ici. Comme je vous disais, les études de prospective, il y en a dans de très multiples secteurs qui conduisent à beaucoup de scénarios contrastés différents. Il y en a sur des échelles temporelles très diversifiées. Donc, comment faire? Je veux dire, là, on est un peu... Si on veut faire une analyse de ce type, comment s'y prendre? Donc, ce qu'on a proposé ici, c'est de regarder à la fois la littérature sur les scénarios archétypaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, dire finalement, comme on revient à la construction de ces scénarios, ça nous intéresse de voir quels sont les mécanismes de construction et de voir à quel point la démarche low-tech est intégrée ou pas à ces scénarios archétypaux. Et puis, on a regardé aussi, du coup, des scénarios plutôt institutionnels et voir, avec les descripteurs low-tech qu'on a vus tout au long de la journée, à quel point ils sont intégrés dans ces scénarios institutionnels, dont les scénarios de l'ADEME. Et là, on a déjà eu quelques éléments de réponse là-dessus. Et on a fait la même analyse. Donc ça tombe bien sur les deux premiers scénarios. Donc, sur les scénarios archétypaux, en fait, pour exemple, ce dont on s'aperçoit, c'est que les axes de construction, là, que j'ai montré tout à l'heure, les axes verticaux et horizontaux, ce qui correspond à des incertitudes pour la réalisation des futurs, il y a des axes communs pour la construction de ces scénarios. Là, on a un certain nombre d'exemples d'axes. Et donc, il y a une compatibilité, une prise en compte partielle dans ces archétypes de certains concepts low-tech. Très souvent, on voit apparaître la polarité gouvernance globale ou gouvernance plus locale, régionale. Ça, c'est souvent très structurant pour les scénarios, quel que soit le domaine applicatif. Donc ça nous renvoie à la notion de localité qu'on a vu apparaître. On a des axes qui apparaissent parfois d'indépendance ou d'autonomie. Donc là, on peut se référer à la notion d'autonomie et de convivialité. Le rapport à la technologie, il apparaît parfois très clairement comme un axe également structurant d'incertitude. Et puis, l'axe d'abondance ou pas des ressources peut également apparaître. Donc, en fait, en termes d'incertitude, on voit apparaître pas mal des éléments de low-tech, mais de façon un peu séparée, je dirais, disparate. Sur les scénarios institutionnels, on a choisi des scénarios qui sont comme ceux de l'ADEME autour des modes de vie, puis d'autres qui sont plus sectoriels, donc mobilité ou alors sur les infrastructures. Et puis on a choisi dans le panel aussi des scénarios de référence qui sont une extraction des scénarios du GIEC, parce que beaucoup d'études se réclament de ces scénarios-là qui sont à l'origine de beaucoup de choses. Et puis des scénarios autour du sectoriel énergie, transport, bâtiment de l'AIE. Pour beaucoup, là, on a listé un peu le nom des différents scénarios. Alors, il fallait qu'il y en ait au moins deux pour avoir cette notion de polarité. Donc, une bonne partie sont compatibles avec les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, mais pas tous. Il y en a qui sont plus exploratoires et donc qui ne rentrent pas dans ces cibles objectifs. Et ces scénarios sont potentiellement orientés vers, intègrent potentiellement les indicateurs ou les critères marqueurs low-tech. 3 scénarios sont très fortement empreints de cet esprit low-tech. Il y a Génération frugale qu'on a vu ce matin et également le second scénario de coopération.
le pari sociétal du Conseil général du développement durable, et puis le scénario sobriété qui apparaît sur l'étude autour des infrastructures. Donc là, c'est un petit exemple de la structuration du scénario sur le rôle des infrastructures. Une étude suffisamment riche pour présenter le volet mobilité, énergie et puis technologie et numérique. Et de voir dans quelle mesure, par exemple, le concept de réparation peut être intégré dans ces différents scénarios, sur le scénario sobriété et un scénario très technologique, notamment avec les technos de captation de carbone dans ce cas. Donc pour revenir... je suis pas si mal, ça va. Sur la question de base, quelle place faire à la démarche low-tech dans un monde en transition? Donc, nous, on s'est vraiment attaché à une approche méthodologique particulière, qui est la prospective par scénario, parce que c'est un processus qui nous semble intéressant et transformatif, qui nous permet d'apprendre et d'avancer. On n'est pas forcément dans l'expérimentation, dans le faire, mais néanmoins, ça permet collectivement d'avoir un objet intéressant pour penser l'avenir. La question du développement technologique, c'est un des points d'entrée principaux dans la littérature que l'on a vue au cœur de la construction de scénarios. Et de ce que l'on a pu examiner, on a l'acceptabilité de technologie et la notion de convivialité nous semble beaucoup moins abordée en fait dans ces scénarios. C'est-à-dire que l'entrée techno écrase un peu tout. Et on voit la question de la localité est très présente du fait des questions de gouvernance, souvent. Un gros potentiel de développement des scénarios low-tech appliqués à la ville en prenant en compte les différents éléments qu'on a pu voir et en les localisant plus fortement. Et puis, une réflexion sur le fait de comment intégrer la notion de limite planétaire, qui est très structurante, mais qui, a priori, dans la construction de scénarios prospectifs, on ne voit pas trop apparaître pour le moment. Et ça nous semble une piste vraiment intéressante. Je ne sais pas si c'est possible de faire, mais en tous les cas, ça nous semble intéressant d'y réfléchir. Et donc, pour terminer, eh bien, ce qu'on envisagerait, c'est à la place de créer des archétypes de scénarios, comment dire, avec des scénarios au fil de l'eau qui changent peu de choses, pourquoi pas créer des jeux de scénarios complètement low-tech et puis les différencier avec d'autres types d'incertitudes sur à quel point on est local, à quel point cela dépend de la richesse du territoire. Est-ce qu'on a un PIB qui est élevé ou faible? Est-ce qu'on est vraiment sur une mise en avant des pratiques traditionnelles ou pas? Est-ce qu'on met en avant la notion de communauté? Il y a plein d'éléments qui ressortent de ces études qui pourraient nous permettre de créer des scénarios low-tech. Et ça nous semblerait intéressant. Et voilà. J'ai un tout petit peu dépassé. Merci Flore. Très intéressant. Très intéressant. Y a-t-il des questions? Oui. Hop, Benjamin. Bon, on a un peu discuté, mais ça me faisait penser à une question sur ce scénario. C'est dans les scénarios là, 2050, il y a l'ADEME qui a fait des entretiens après, et ils en ont, ce que je t'ai montré là, ils ont dégagé des controverses. Mais il y avait un truc que disait donc la personne de l'ADEME, là, Sarah Thiriot, c'est qu'il y a des notions dans ces scénarios qui sont très peu abordées, et notamment c'est le secteur de la santé, qui est jamais abordé dans les entretiens, et en fait dans les scénarios, elle avait regardé un petit peu, mais bon, je pense beaucoup moins de façon approfondie que toi. Et elle disait, ouais, il y a des secteurs un peu privilégiés comme ça sur lesquels les gens n'osent pas parler. Et voilà, c'est pour ça, toi, alors je sais que c'était plutôt orienté mobilité, mais globalement, est-ce que tu as remarqué des points extrêmement sensibles sur lesquels, en fait,
même les gens les plus alertes, en fait, n'osent pas entrer dedans, quoi. Merci pour la question. Donc effectivement, l'entrée en matière pour nous sur toute la question prospective et de scénarisation, c'était plutôt sur les scénarios mobilité. Donc c'est ceux que je connais un peu plus. Par extension, après, on a regardé des choses autour des modes de vie, donc qu'intègre la mobilité un parmi d'autres. Est-ce que j'ai vu des scénarios santé? J'avoue que je les ai pas forcément repérés parce qu'ils n'étaient pas d'intérêt primaire dans mes études. J'avoue que je ne sais pas répondre. Est-ce qu'il y aurait des incertitudes particulières associées à ces scénarios dans le monde de la santé? Certainement. C'est-à-dire qu'on peut avoir des incertitudes critiques, je ne sais pas à quoi on peut penser, mais il pourrait y avoir des choses très, très spécifiques à ce secteur-là qui pourraient être structurants pour les axes d'incertitude. On pourra en rediscuter. Je suis ouverte à la discussion là-dessus. Derrière toi, Benjamin. Ah non, mais c'est Marc qui a repris le micro déjà. Maud. 17h58. Le gong dans 2 minutes. Non, prenons le temps. Tant qu'on est là, autant... Merci pour ta présentation, c'était super intéressant. Est-ce que tu peux développer un peu plus ce que tu pensais par rapport au scénario qui intégrerait cette vision des limites planétaires et comment est-ce qu'en prospective ça pourrait être un enjeu pour demain structurant? Oui. Merci pour la question. Eh bien, j'avoue que je n'y ai pas réfléchi intensément encore, mais parce que ça pose des défis énormes. C'est-à-dire, d'une part, il faut arriver à quantifier certaines choses. Donc déjà, on arrive à avoir un peu d'approche quantitative sur certaines métriques, sur de la projection future, pourquoi pas. Dans le cadre des travaux de TIARC, il y a eu des développements qui ont été faits sur des scénarios plutôt appliqués territoire, couplés avec de la simulation multi-agent. Ce qui fait qu'on peut très bien... alors, ce sont des modèles, avec les limites que ça a. Dans le cadre de la mobilité, on est en capacité d'extraire des métriques avec différents scénarios futurs, donc agrégés sur un territoire, avec plein d'hypothèses. Et donc, je pense que ça pourrait être une piste. Je ne sais pas bien exactement comment, mais on pourrait avoir une entrée quali-quanti là-dessus. Et bon, après, je ne sais pas aller tellement plus loin aujourd'hui, mais je pense que ça pourrait, ce genre d'approche pourrait être bien compatible en fait. Je me permets de rebondir sur la question de Maud. Est-ce que indirectement, c'est pas pris en compte par les scénarios effondrement? C'est-à-dire quand tu dépasses les limites planétaires, enfin là, il y en a certaines qui sont dépassées. Mais tu pourrais considérer que le scénario effondrement, c'est une forme de dépassement des limites planétaires. Oui, aussi. Et par ailleurs, j'ai connaissance d'études prospectives du GIEC Pays de la Loire qui intègrent ce genre de limites régionales, du coup, sur l'eau, sur les surfaces agricoles, sur ce genre de choses. Voilà, qui peut donc l'idée, en fait, c'est le défi, c'est de faire descendre les limites planétaires à une échelle qui soit gérable et qui fasse du sens, en fait. Oui, bien sûr. Voilà. Limites planétaires, c'est bien pour la communication et la sensibilisation, mais on ne peut pas faire grand-chose avec. Ouais. Donc après, moi, ça m'intéresserait de voir ces études-là pour voir comment ça redescend au niveau d'un territoire et comment est-ce qu'on peut réfléchir là-dessus. Tiens. C'était en rebond juste sur ce qui venait d'être dit, donc c'est vraiment s'il n'y a pas d'autres questions. Mais je crois que un des derniers articles de recherche sortis par le Stockholm Resilience Institute, là, justement, déjà géographise les limites planétaires. Donc il commence à le faire, on voit des espèces de map monde avec l'endroit où c'est dépassé, pas encore et tout. Et après, sur la question de la santé, nous, on s'est pas mal frotté à la question. Alors, je ne sais pas si c'était inconsciemment, nous, les acteurs vraiment qui poussent le sujet low-tech, mais donc on s'est posé la question. Et en fait, c'est absolument passionnant de voir que, justement, évidemment, beaucoup de choses sont justifiées par soit l'armée, soit la santé. Enfin, sont justifiées par la santé et finalement sont plutôt utilisées par l'armée. Mais que ce sont des sujets complètement tabous.
parce qu'on a peur d'en parler, ou il y a des espèces de clichés comme ça. Et je sais pas si c'est parce que je l'ai pas en odeur de sainteté, ou je sais plus comment c'était dit, mais Philippe Biwix, par exemple, nourrit beaucoup ce mythe en disant il est hors de question d'abandonner la high-tech dans la santé, je veux pas retourner au dentiste qui casse les dents, etc. Et ce qui se comprend évidemment, mais il y a énormément d'études déjà psycho, sur notamment les conditions de travail dans le système de santé, qui sont dégradées au possible par l'hypertechnologisation, la qualité des soins aussi, et évidemment le phénomène dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes du coup sont exclues petit à petit des systèmes de santé par l'hypertechnologisation, et du coup qu'est-ce que ça voudrait dire de retourner à un rapport low-tech au système de santé? Et pareil, il y a plein de travaux qui existent, plutôt non francophones, parce qu'on a quand même des bons lobbies chez nous, sur, par exemple, les recommandations de l'OMS qui invitent tous les systèmes de santé à miser sur la prévention et la promotion plutôt que sur la curation ou l'hôpital. Et après aussi même des travaux beaucoup plus concrets. Il y a une chercheuse aux États-Unis, une médecin qui prône depuis 15 ans quasiment une approche low-tech de la santé. Elle l'appelle comme ça, c'est assez marrant. Et en France, il y a quand même un truc assez intéressant, ça s'appelle Soignons humains, c'est une expérimentation officielle du ministère de la Santé, enfin, en tout cas dans le cadre de l'article qui permet des expérimentations dans le système de santé, et qui revendique que plutôt que de facturer à l'acte un système de santé, il faudrait tout miser sur le temps disponible de soignants auprès des patients, et il s'inspire de méthodes néerlandaises, et a priori les résultats sont absolument effarants. Les gens ne sont plus malades. Effectivement, le système de santé français a été un peu incroyable quand il a été piloté par ses usagers, et puis après. Merci Quentin d'avoir répondu à la question qui m'était destinée. Oui. Voilà. Et la dernière pour toi. Bonjour, moi je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Je trouve qu'on tourne autour du pot depuis ce matin, mais il me manque le rapport au temps. C'est-à-dire que pourquoi on utilise de la technologie, souvent c'est pour gagner du temps et ou accélérer la productivité, etc. Mais il y a toujours cette histoire de gagner du temps. Et quand j'entends parler des low-tech, etc., j'ai plus la sensation qu'on a besoin de temps, ou en tout cas il faut prendre le temps de. Et là, dans les scénarios, que ce soit ceux de l'ADEME, ceux que tu viens de présenter, je sais pas, je serais amené à me dire, tiens, si on réduisait notre temps de travail et qu'on avait du temps communautaire, par exemple, bizarrement, il y a beaucoup de choses qui me sembleraient possibles, ou en tout cas, ça me semble un bon arbitre. Là, si on ne parle pas de ça, j'ai envie de dire, il n'y a qu'à voir les publicités quand on s'arrête à une aire de métro. Hein. C'est Uber Eats, c'est Deliveroo, c'est que accéléré. Hein. Donc, on sera quelques-uns à faire de notre côté, à croire à la low-tech, mais le gros de la population fera du TikTok. Quoi. Ouais. Je suis d'accord avec cette remarque. Le rapport au temps, sur les études de mobilité, il y a quelque chose qui est assez connu et développé qui s'appelle la valeur du temps et qui traite de ça, en fait. C'est-à-dire à quel point on est prêt à passer du temps ou pas selon les diverses conditions dans lesquelles on se déplace. Et donc ça pourrait être un axe de développement de scénarios low-tech sur lequel on pourrait faire varier des choses, en fait. Et c'est intéressant. Et c'est vrai que c'est pas forcément un axe qui ressort sur les prospectives sociétales ou sectorielles qu'on a vu ici. C'est en fait, quoique ça peut apparaître, hein, parce qu'il y a des scénarios qui sont étiquetés slow quelque chose, qui peuvent avoir ça un petit peu en filigrane derrière. Une dernière pour le plaisir. Sinon, on peut s'arrêter là. Non, arrêtons-nous là. Okay, merci beaucoup. Merci Flore. Et merci à tous.